Mon village tel que je l'ai connu. Quand je partis avec mon frère cet après-midi de juillet, j'étais pâle et amaigri. J'avais encore eu un accès de fièvre avant mon départ. Je dis à mon frère de marcher lentement, car je ne pouvais le suivre, bien qu'il conduisît l'âne chargé de ma malle. Comme nous sommes arrivés à la rivière, le soleil était haut dans le ciel, et on n'entendait que le cri strident des cigales dans les oliviers. La nature était en feu, et mes pieds nus étaient brûlants dans le sable de la rivière. Mais il fallait gravir la côte qui menait au village, et j'étais bien lasse. Je demandai à mon frère de me reposer un peu. Nous nous assîmes un moment à l'ombre d'un buisson de lanstic. Quand je me fus reposé, nous repartîmes. Je crois même que je montai un moment sur l'âne, mais ce n'était pas commode, et je redescendis. Nous atteignîmes le village au crépuscule. Ma mère me reçut en m'offrant une cruche de lait caillé de ses chèvres. Ce breuvage réconfortant et frais me remit d'aplomb. Dès que nous fûmes seuls, j'expliquai à ma mère que j'étais de retour pour toujours, l'école étant fermée et les élèves renvoyés dans leurs familles. Elle me répondit, Maktoub, que la volonté de Dieu soit faite. Tant que je serai vivant, tu seras à l'abri avec moi. Dieu aura pitié de toi, comme il a soin des oiseaux. De ce jour, je voulus chasser de ma mémoire tout vernis de civilisation. Puisque les Roumis nous avaient chassés, je me résolus à redevenir kabyle. Je dis à ma mère qu'il lui fallait m'apprendre des travaux de ménage afin que je puisse la soulager. Dès le lendemain de mon retour, avec une cruche sur le dos, je la suivis à la fontaine pour charrier notre eau. Ensuite, j'allai à l'étable et nettoyai tant que je pus l'emplacement des bêtes. Au printemps, ma mère avait, comme toutes les femmes du village, préparé les poteries qui devaient servir d'ustensiles. Elle était allée bien loin chercher l'argile nécessaire à leur fabrication. Pendant les vacances de Pâques, je l'avais vue mouiller et pétrir l'argile. On enlevait à la main tous les petits cailloux, afin que la pâte fût douce comme de la soie, disait-elle. Elle avait fabriqué cette année-là beaucoup d'objets usuels, des cruches, des amphores, des marmites et de grands plats pour cuire la galette, de hautes jarres qui servent à contenir l'eau, l'huile et les provisions de toutes sortes, légumes secs et farine, car tout l'été dans mon village, on engrangeait pour la saison d'hiver. Un matin, elle me dit, aujourd'hui, nous allons faire cuire les poteries. Mes frères partirent les premiers, ils creusèrent un grand trou dans un champ moissonné, puis ils vinrent chercher les objets délicatement, les uns après les autres, et ma mère les rejoignit. Je les suivis, portant dans mes bras quelques écueils. Ma mère et mes frères avaient amassé un tas de bûches pourries qui prenaient comme de l'amadou. Le trou creusé fut rempli de poteries, les grosses pièces d'abord, puis les moyennes et enfin les plus petites. Ils recouvrirent le tout de terre et allumèrent. Toute la journée le feu brûla. Au crépuscule, le foyer fut éteint et ma mère, mes frères et moi rapportâmes à la maison toutes les poteries cuites. Il était tard quand le travail fut fini, mais tout était en place. Quand nous nous mîmes à manger le couscous aux fèves et aux petits pois que ma mère avait préparés. Un autre jour, il fallut nettoyer les tables et ma mère, dans une hotte en osier, emporta le fumier au champ voisin du village. Nous nous mîmes ensuite à préparer les toisons qu'on avait coupées sur le dos des brebis et des agneaux. Ma mère fit une sorte de lessive avec de la cendre et trempa sa laine afin de la porter le lendemain au ruisseau pour la laver. La maison que nous habitions et que plusieurs générations avaient habitée avant nous était une bâtisse assez grande, faite de pierre et de terre glaise probablement. Sous le toit, en petites tuiles, il y avait des clés de roseaux serrées par des cordelettes d'alpha. Des troncs d'arbres entiers soutenaient la toiture et pour consolider encore la construction, de grosses poutres étaient scellées d'un mur à l'autre. Sous le toit étaient percées des ouvertures carrées de 20 à 40 centimètres de côté. Il y en avait sur tous les murs, sauf sur celui qui donnait sur la rue. À l'intérieur, la maison était partagée en 3 parties, inégales. La plus grande nous servait à nous. Le sol en était fait de chaux grasses, en couches épaisses lissées avec des cailloux.
Pendant des jours, des femmes avaient frotté ce parterre afin qu'il n'y reste pas une rugosité. On pouvait s'y mirer tant cela brillait. Sur 2 murs, il y avait des étagères à la hauteur de la ceinture. C'est là qu'étaient alignées toutes les amphores avec les provisions. Sous les étagères étaient creusées de petites niches qui servaient pour mettre dans l'une les jarres d'eau, dans les autres les petits agneaux et les cabris. Les murs étaient lissés, au galet, de la même façon que le sol. Tous les ans au printemps, ma mère allait chercher une sorte de terre d'un blanc bleuté, Fumlilt, et à l'aide d'un grand balai de genêt flexible, elle faisait la toilette à sa maison, blanchissant les murs et même le toit. Elle faisait même quelques dessins sur les murs pour que la maison soit plus belle. La seconde partie de la maison, plus petite, était une sorte de construction en pierre de terre, haute d'1 mètre environ, couverte de branchages et de terre lissée. Elle était surmontée du côté du mur de la rue de 2 grandes jarres carrées en maçonnerie qui allaient presque jusqu'au toit. C'étaient les ikoufènes, indispensables dans chaque maison. Du côté de la porte, on pouvait aménager un lit si quelqu'un voulait se reposer. Dans cette petite bâtisse, on avait creusé 3 niches, appelées mdaoud, pour la nourriture des bêtes, 2 pour les bœufs, l'autre pour l'âne, qui, eux, habitaient l'étable. La troisième partie, enfin, était l'étable proprement dite pour les bœufs, l'âne, les chèvres et les brebis. Sous le toit, une sorte de soupente de la grandeur de l'étable servait pour les provisions et pour loger un des enfants s'il était marié. Dans la même cour, avec le même portail, 3 autres maisons parallèles à la nôtre appartenaient à des parents de mes frères. Plus haut encore habitait la vieille femme. Il me disait toujours « Veuille Dieu faire sortir ton soleil des nuages ». C'est dans cet espace restreint que je devais vivre désormais. Je ne voulais plus repenser à ma vie passée, puisqu'il fallait oublier que j'avais été instruite. J'étais décidée à faire mon possible pour cela. Je n'étais pas malheureuse et surtout je mangeais à ma faim. Rien de ce que nous avions ne me fut refusé. La récolte de grains était rentrée. Tout d'un coup, tout un coin de la pièce était plein d'orge et de blé mélangé. Ma mère me dit « Fatma, ma fille, nous allons mesurer notre récolte, mettre dans le koufi ce qui est à nous et donner le reste aux chirs et aux pauvres. » Elle prit une mesure d'un double décalitre, elle en mit 90 dans le koufi, le 10e, elle le mit du côté, et ainsi de suite plusieurs fois jusqu'à ce que le tas fût épuisé. Puis, elle recouvrit le koufi avec un très grand plat en terre cuite et elle scella le tout avec de la terre glaise, car le koufi avait 4 trous ronds assez grands pour passer le bras et en retirer le grain quand c'était nécessaire. Ces trous étaient fermés par des disques de liège de la même dimension. Sur la part de Dieu, ma mère préleva ce qui revenait au shir, qui lui nourrissait tous les malheureux. Le reste, elle le distribua à tous les pauvres qui se présentaient. Les jours passèrent, pareils les uns aux autres. Ma mère avait peigné, puis cardé la laine. Elle m'apprit à la filer afin de me tisser une couverture pour l'hiver. Les figues commençaient à mûrir ainsi que les raisins. C'est alors que tous les notables du village se réunirent pour faire ce qu'on appelait la dawa. Il était défendu à tout habitant du village de cueillir figues ou raisins avant que la dawa soit levée et que les notables donnent la permission de le faire. Cette attente de près de 15 jours devait permettre aux figues de mûrir en assez grande quantité pour que tous les habitants en profitent. Celui qui faisait fi de cette dawa était maudit et ne finissait pas en bonne santé la saison des figues. Il était assez rare que quelques enfants s'amusent à cueillir des figues avant la permission, car tous craignaient la malédiction du village. C'était le 15 août, généralement que le crieur public du haut de la mosquée annonçait la levée de l'interdiction. Quelle joie le lendemain! Dès la première heure, les gosses, les hommes, les femmes rapportaient de lourdes corbeilles de figues noires ou blanches, gercées par la rosée.